Bonjour chers Babinotes, bienvenue dans votre espace littéraire sur Abidjan.net. Nous recevons pour vous ce jour Dr Kwame Dali Noël qui a écrit En attendant le jugement dernier, sa première œuvre. Bonjour Dr Kwame, bienvenue dans l'espace littéraire sur Abidjan.net. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Merci madame, c'est également un plaisir pour moi d'être reçu par votre je ne sais pas si pour l'appeler institution. Donc, c'est un plaisir partagé. Bonjour à tout le monde. En attendant le jugement dernier, pourquoi ce titre? Ce titre, parce que j'avais constaté tout simplement qu'il y a beaucoup d'injustices et quand on va à l'église, on nous dit, bon, voilà, que nous ne devons pas nous rendre justice et qu'il y a un suprême pour nous rendre justice. Donc, cette justice sera rendue au jugement dernier. Je me suis posé la question, mais c'est quand ce jugement aura lieu? Vous avez décidé de valoriser la culture bété dans votre œuvre. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Pourquoi ce peuple en particulier? D'abord parce que je suis bété. Comme je l'ai souvent dit à des amis, à tout le monde, je suis bété d'origine. Je suis bété par choix délibéré. Je suis bété de façon naturelle, je suis bété. J'aurais souhaité être bété si je ne l'avais pas été par origine. Parce que la culture de ce peuple, évidemment, dans lequel je suis né, que je connais très bien, mais sied correctement dans l'évolution des affaires sociales, qu'elles soient politiques, qu'elles soient culturelles. Je préfère la culture de ce peuple. Peut-être parce que j'en suis originaire. Donc, à travers l'œuvre, c'est parce que l'œuvre se déroule dans un territoire bété, dans le peuple bété, que, bon, la culture, on ne pouvait pas ne pas en parler. Et vous venez de dire que vous êtes bété d'origine. Oui. Kwame, c'est bété ou c'est Dali qui est bété? C'est souvent l'erreur, ou je dirais même pas erreur, parce qu'une erreur n'est pas intentionnelle, mais une faute est intentionnelle. C'est la faute intentionnelle de la société sociale de tout le monde en Côte d'Ivoire ici. Je vais vous donner un exemple. L'un des chefs traditionnels réputés de la région de Gand s'appelle Gessa Kwasi. On a écrit Gessa Kwasi. Est-ce pour autant qu'il était baoulé? Non, il est pété 100%. Comme moi, de père et de mère de souche multiséculaire. Souvent, les gens ont tendance à mentir dans une certaine proportion, en disant oui, c'est parce que son père avait pour ami un Akan. Moi, je ne me reconnais pas dans ça. Ce sont des noms qui existent. S'il y a eu un brassage culturel, s'il y a eu un brassage social, il a existé peut-être avant nos générations. Il faut que ceux que ça intéresse poussent la recherche ethnosociologique pour savoir comment se fait-il que les noms qui sont à consonance d'un autre groupe se retrouvent très facilement dans l'autre groupe. Et il faut en faire une démonstration. Je tiens le nom Kwame surtout dans ma famille parce qu'on le retrouve vers le XVIIIe siècle. Comment avez-vous choisi Oazi? Elle s'inspirait de faits réels. Oazi? Oui. Oazi? Oazi. Voilà. Oazi, c'est un terme bété. Je profite pour dire aussi aux gens que, pour revenir un peu sur la question de tout à l'heure, les noms bété généralement sont des phrases entières qui sont concises. Oazi, ça veut dire l'imbattable. Celle qu'on ne peut pas dépasser dans ses œuvres, que ce soit de bonnes œuvres ou de mauvaises œuvres, mais elle est imbattable. Donc, Wa, c'est un peu comme si on dit celui ou celle à que on dit ne dépasse pas. Oazi. Donc, cette dame dans le roman, vous voyez, si vous avez bien lu, vous verrez que du point de vue tenue de mari, elle est impeccable. Vous verrez que du point de vue d'engagement pour être une femme mariée, elle est impeccable. Du point de vue, son grenier, comme je l'ai dit, est le grenier de tout le monde. Donc, c'est l'imbattable. Vas-y. D'où vous vient l'envie de laisser aux générations futures des traces de nos différentes cultures? Les gens en ont besoin, que ce soit les générations passées ou les générations présentes ou à venir. Pour moi, il faut s'inspirer
de nos cultures pour mettre en place un système de gouvernance, un système de droit, une législation qui tienne compte de nos mœurs. Voyez-vous, dans les pays, on dit, ah, les bêtés, les cours là, ils sont bagarreux, ils sont palabreux. Mais l'armée n'est jamais allée séparer des palabres là-bas. Mais les Akans, qui ont un système de, roi, de monarchie, personne ne s'occupe de devenir roi tant qu'il n'est pas dans la lignée des rois en devenir. Alors, on nous envoie des systèmes qui sont plaqués et qui entraînent tout le temps des parents. Est-ce que ça ne vaut pas mieux de puiser un peu dans nos réserves culturelles coutumières pour amener les générations à repenser notre mode de choix de notre vie, que ce soit du point de vue gouvernant, que du point de vue social, que ce soit du point de vue éducationnel, nos mœurs, nos coutumes, nos cultures. Comptez-vous continuer avec d'autres peuples, vu que vous avez commencé avec le peuple Bété? Vous savez, les gens sont beaucoup réservés, même quand on a l'envie de le faire, parce que j'échange souvent avec les congénères, avec des amis qui sont d'autres groupes sociaux, culturels, je pourrais même dire ethniques, pour comprendre un peu le pourquoi de ceci, le pourquoi de cela. Mais de là à écrire, ce serait bien. Seulement qu'il faut que les gens acceptent de vous livrer les informations et les vraies. Chez nous, les bêtés, on n'a pas de problème à dire la vérité à quelqu'un. On dit en bêté, bon, elle rougit les yeux, mais elle ne les casse pas. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les autres groupes sociaux ethniques. Par conséquent, ce serait mieux de susciter quelqu'un de ces groupes-là à écrire, plutôt que d'écrire à sa place. Ou alors, faire une rédaction ensemble, conjointe. Ça m'intéresse, mais il faut que je trouve un allié. Si j'en trouve, ça m'intéresse. Comment est-ce qu'un docteur en médecine décide d'écrire sur la culture? Je pense avoir répondu, peut-être en partie, que ça m'intéresse la culture BT, dont je suis originaire. Mais j'ai eu un bac D. C'est le bac le plus complet de l'enseignement général. Alors, celui qui l'a fait, il a réussi, il est possible qu'il s'oriente là où il veut s'orienter et qu'il y ait du succès sans problème. À côté de ces arguments-là, j'ai eu la chance d'avoir des enseignants du supérieur et du secondaire qui m'ont épaté à travers l'explication de certains romans écrits par des Africains, en l'occurrence Ferdinand Oyono dans Le Vieux Nègre et la Médaille, ou Chinua Achebe dans Le Monde s'effondre. Quand vous les lisez et que le professeur vous explique, et puis lui qui est blanc, vous voyez qu'il a la maîtrise des cultures dans lesquelles le roman est écrit, c'est vraiment épatant. Alors, ils m'ont épaté. Ce qui fait que j'avais de bonnes moyennes, bien que étant dans une branche scientifique, en littérature, en français, en anglais, en histoire et géographie. Mais il y avait mieux. Ceux qui étaient les professeurs des matières scientifiques, c'était généralement des Français qui défendaient leur langue, le français. Par conséquent, vous pouvez réussir 2 plus 2 égale 4. Mais quand vous mettez 2 plus 2 égale 4, vous mettez ENT, ou bien vous ne mettez pas E, il corrige le français. Il vous répond, quand vous dites, mais monsieur, j'ai trouvé égal 4, il dit, oui, mais tu as fait le devoir en français. Donc, le français n'est pas bon. Je te retire un demi-point. Deuxième raison, c'est que un homme d'État l'a dit, bien que je le pensais peut-être avant lui, quand un homme normal marche, il doit laisser des traces. Il faut laisser des traces indélébiles dans la vie. Voyez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous citons des hommes comme Isaac Newton. On cite les Rousseau. On ne les voit plus, mais on les cite, ils sont toujours d'actualité. Quand on le peut, quand on a encore l'inspiration et quand on a encore la force, pourquoi ne pas y laisser une trace indélébile? J'ai choisi un domaine. J'ai choisi la littérature parce que, bon, je pense que je peux écrire. C'était un essai.
c'est une éditrice qui a regardé. Quand elle a regardé ça, elle m'a dit, mais c'est bien, mais je t'encourage, c'est elle qui m'a encouragé. Sinon que moi, j'ai les manuscrits, c'est écrit, ça traîne là dans mon bureau, ou bien là où ça peut traîner sur mes ordinateurs. Mais de là à franchir le pas, aller chez l'éditeur, ça a été encouragé par l'éditrice elle-même. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire renouer véritablement avec la culture aux nouvelles générations? Selon vous, comment est-ce qu'on peut le faire? Ce sont des décisions politiques. Ce sont des décisions politiques. Aux États-Unis, on n'étudie que l'Amérique. Vous ne voyez pas un étudiant américain qui s'occupe de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, même pas en Europe. Il ne connaît même pas l'Europe. Il ne connaît que l'Amérique. On ne lui enseigne que l'Amérique. Il ne parle que de l'Amérique. Voyez-vous, on nous a enlevé toute réflexion, toute intelligence qui nous amène à réfléchir pour nous-mêmes, en nous-mêmes, par l'enseignement qu'on nous a importé. Ça s'est justifié au début, mais ça ne se justifie plus, puisque nous avons les mêmes diplômes que les Occidentaux, puisque nous avons les mêmes enseignants que les Occidentaux. Parfois même, nous allons donner des cours là-bas, dans leur propre langue. Alors, pourquoi ne pas privilégier la nôtre? Donc, ce sont des décisions politiques. Si j'étais ministre de l'Éducation, j'aurais mis au programme les romans des Africains et en priorité les romans des Ivoiriens. Et dans ces romans, pas ceux qui parlent d'autre chose que d'abord de nous faire les éloges de notre culture. Nous ne devions pas en avoir honte, parce que c'est ça qui a forgé des générations et des générations pour que nous soyons là. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les Occidentaux n'ont plus de ce qu'on appelait avant les grands écrivains, les penseurs, ceux qui ont donné les idées. Mais j'ai l'impression que quand ils sont venus dans les missions, ils ont ramassé les écrits des Noirs. Ils sont allés transcrire ça dans leur langue et nous les ramènent comme quoi ils en sont les auteurs. Mais je pense que la meilleure façon de faire, c'est de les mettre au programme scolaire et former les gens à l'ENS dans ce domaine-là. De ce que vous avez dit, je récapitule rapidement. De ce que moi je comprends en tout cas, c'est de permettre que nos États décident en fait d'intégrer nos différentes cultures dans l'éducation des enfants, je pense dès peut-être la maternelle et tout. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à le faire maintenant? C'est-à-dire nous, par exemple, en tant que parents, qu'est-ce que nous on pourrait faire ou comment jouer notre partition pour qu'au moins les enfants puissent par exemple parler leur langue maternelle, ne pas avoir honte de leur prénom, qu'on leur donne en langue et tout. Comment est-ce qu'on pourrait faire cela? Il faut arrêter d'abord d'en avoir honte. Oui, dans la région musulmane, les noms que nous avons en français sont là-bas. Mais c'est les prononciations, c'est la phonétique qui fait la différence. Le nom Yacouba, c'est Jacob. Le nom Joseph, c'est ça qui est Youssef, Issef, Youssoufou. Vous voyez, selon qui le prononce dans leur langue ou non. Donc, nous ne devons pas avoir honte d'être ce que nous sommes. Mais les noms qu'on appelle européens sont devenus du fait des baptêmes religieux. Donc, d'abord, il y a ce problème religieux qui est venu tout mettre en cause. Mais c'est à dessein, ce n'est pas par hasard. Vous avez parlé de nos langues. Oui, il y a de vraies difficultés. Et les difficultés deviennent de plus en plus difficultés, insurmontables, parce que nous changeons de génération. Moi, je parle correctement mon bété, mais mon enfant et son enfant, lui-même, il ne parle pas bien bété. Qu'est-ce que son enfant peut attendre de la langue bété? Voilà un problème. Est-ce que nous ne pouvons pas faire, par exemple, les émissions de télévision télévisées comme Variétoscope et tout cela? Est-ce que la culture ne peut pas être mise en œuvre? Est-ce que nos langues ne peuvent pas être mises en relief dans ces choses? Vous voyez que les enfants, bien qu'ils viennent pour dire, ils sont venus mimer les masques Yacouba, mais ils parlent en français.
Le jury lui-même qui doit le noter est un jury qui ne comprend même pas Yacouba, qui parle français. Moi, j'avais une fois proposé qu'on fasse ces émissions-là, région par région. Les membres du jury, ils puissent noter parce que l'enfant parle très bien le petit dans le sketch qu'ils sont venus présenter. Merci, Dr. Kwame, d'avoir été des nôtres. Cet échange a été très enrichissant. Chers babinautes, à très vite pour une nouvelle émission. C'est à moi de vous dire merci pour m'avoir donné l'opportunité d'abord de parler de moi, de parler de mes pensées, de parler de mes convictions, mais de parler de ma culture, de mes origines. C'est à moi de vous dire merci. Et je vous donne un rendez-vous pour la prochaine publication. Merci.